Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de passer à l'Art Review, le magnéto de Blacko. 2001. 2 mois avant le lancement de la monnaie unique, Philippe de Villiers publie un livre au titre provocateur. Vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'euro. Alors que les farines animales ont provoqué l'épidémie de la vache folle, Villiers annonce qu'avec la monnaie unique, c'est l'Europe qui risque de devenir folle. Derrière l'euro, on est en train de vouloir fabriquer avec une monnaie unique un pays unique, un peuple unique. Et c'est là que moi je dis, c'est une folie. Pas vraiment faux, puisque c'est l'utilisation d'une monnaie unique pour des pays aussi différents que la Grèce et l'Allemagne qui en 2010 provoquera la crise de l'euro. 2006. Villiers fait scandale en publiant Les Mosquées de Roissy, une enquête sur l'infiltration des islamistes dans les aéroports. Pendant sa promo, il en rajoute une couche. La Troisième Guerre mondiale est déclarée. C'est une guerre qui a été déclarée et déclenchée par l'islamisme radical. Et nous ne pouvons pas continuer à assister impuissants à l'islamisation progressive de la société française. La gauche l'accuse d'islamophobie. N'empêche, après les attentats de 2015, 70 agents des aéroports parisiens seront écartés pour cause de radicalisation. 2012. Villiers se lance dans le roman historique en racontant la vie de François de Charette, un chef vendéen qui combattra jusqu'à la mort les armées de la République. Avec 50 000 exemplaires vendus, c'est un succès. Il poursuivra donc dans cette veine avec une biographie de Saint-Louis, puis de Jeanne d'Arc. 2015. Villiers publie ses souvenirs qui se vendent à 220 000 exemplaires. Malgré son retrait de la vie politique, il continue ainsi d'influencer le débat public. Là, j'ai une circonscription électorale. Avant, j'avais une circonscription électorale. L'année suivante, il publie Les cloches sonneront-elles encore demain, un nouveau pamphlet contre l'islamisation. 2019. À 3 mois des européennes, Villiers est de retour en librairie avec une enquête à charge sur l'histoire de la construction européenne. Selon lui, l'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, et Jean Monnet, l'agent de la CIA. Ce sont quelques révélations de mon livre. Il y en a beaucoup d'autres. Villiers ne fait pas dans la nuance, c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Voilà. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez dans les Terriens à peine 4 mois après votre dernière visite. Vous aviez oublié votre téléphone, non? Non, j'ai compris la dernière fois, avec Clovis, que pour qu'un livre marche bien, il faut venir chez Ardisson. Tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Art Review. Alors, Philippe de Villiers, vous revenez avec un livre publié chez Fayard qui s'intitule « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Vous nous dites qu'on nous a menti sur l'Europe, on nous a promis la paix, on nous a promis la prospérité et au final, on a eu l'Eurovision. Et encore, on gagne jamais. Alors, dans ce livre, vous révélez les mensonges, dites-vous, qui ont présidé à la construction européenne. Pour vous, l'Europe, au départ, c'est une commande américaine. Oui, tout à fait. En fait, depuis la Première Guerre mondiale, Ouais. et encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont défini ce qu'ils voulaient. Je publie dans ce livre, c'est ça son originalité, les archives déclassifiées secret défense. Et parmi ces archives, il y a quelque chose qui apparaît dans ces archives. Les Américains voulaient une commission exécutive, l'expression est d'eux, et surtout pas un État post-national. Ils voulaient un marché annexe qui fasse partie du bloc atlantique. Et ils voulaient que les nations disparaissent parce qu'ils considéraient qu'il fallait aller vers la gouvernance mondiale avec un marché planétaire de masse. Alors, prenons les choses par le commencement. Le point de départ, c'est une conversation que vous avez avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, Maurice Couve de Murville. Et à un moment, il laisse tomber dans la conversation d'un air entendu. Philippe, il vous suffira de tirer sur le fil du mensonge et tout viendra. En fait, il a été 10 ans ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle. Ouais. Et
il était seul à la fin. Il était content de voir un jeune ministre que j'étais, secrétaire d'État de Chirac, lui parler. Et quand je lui ai parlé de la jeunesse de la construction européenne et des pères fondateurs, sur le mot père fondateur, il m'a dit il suffirait de tirer sur le fil du mensonge, Philippe, et tout viendrait. Voilà. Et donc, en fait, j'ai oublié cette phrase. Et puis un jour, je suis tombé sur plusieurs professeurs, Panthéon-Sorbonne, et certains professeurs, je vous le révèle, dont je n'ai pas parlé de mon livre, de Stanford, et qui m'ont dit « Ah, mais vous savez, les archives sont déclassifiées. » Et les gens de Stanford disaient « C'est curieux que personne ne vienne de chez vous. » Et voilà, et vous avez envoyé des brigades, comme vous dites, à Stanford, Berlin, Moscou, Lausanne, Washington, Florence, pour analyser, pour vous rapporter d'ailleurs ces archives que vous avez étudiées. Voilà. Alors on commence avec les pères fondateurs de l'Europe, on commence avec Robert Schuman. Alors Robert Schuman, vous lui reprochez d'avoir été un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, il était lorrain. À l'époque, la Lorraine était allemande. Donc c'est normal qu'il soit un soldat allemand. Attendez, moi je reproche rien à personne. Je fais un travail d'historien à partir des archives. Qu'est-ce que je constate? Alors, je connais bien la Lorraine puisque mon père était lorrain. Toute ma famille était lorraine depuis très longtemps. Donc je sais très bien qu'en 1872, quand la Lorraine est devenue allemande, les Allemands ont demandé aux Lorrains d'opter soit pour la France, soit pour l'Allemagne. La famille Schuman, qui était une famille de la terre, donc on peut le comprendre, a choisi l'Allemagne. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est le 3 août 14. Parce que le 3 août 14, beaucoup de Lorrains décident de choisir la France et de se battre. Et lui, en fait, il porte l'uniforme allemand. Il pense que l'Allemagne va l'emporter. Pour lui, le choix qu'il a fait est un choix d'avenir. Alors ensuite, il a voté le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Mais enfin, il n'était pas le seul d'abord. Et on peut penser qu'à cette époque, des gens qui avaient été témoins de la grande boucherie de 14-18 soient pacifistes. Il y en a eu beaucoup. Quand j'entends les européistes qui désignent les eurosceptiques comme des crypto-nazis, crypto-collabos, j'ai appris il n'y a pas longtemps à une très très haute personnalité française, je ne vous dirai pas laquelle, mais vous pouvez l'imaginer. Il ne savait pas que Schuman avait porté l'uniforme allemand en 14 et il ne savait pas qu'il avait soutenu les accords de Locarno, qu'il avait soutenu les accords de Munich et qu'il a été ministre du maréchal Pétain avant de voter les pleins pouvoirs. Il a été ministre du maréchal Pétain. Donc, qui le sait, ça? Alors on dit « Ah, mais tout ce que vous racontez, on le sait déjà. » Ben moi, je ne le savais pas. Toujours est-il qu'en 1945, il est frappé d'indignité nationale, mais De Gaulle passe l'éponge et Robert Schuman est élu à nouveau député de la Moselle. Voilà. Alors Jean Monnet, maintenant, après Schuman, donc homme d'affaires très lié au monde du business anglo-saxon. En 1940, quand Churchill est nommé Premier ministre en Grande-Bretagne, ce Monnet propose une union franco-britannique, c'est-à-dire que ça devienne un seul pays, avec un seul parlement et une seule armée, projet qui a été rejeté par le maréchal Pétain quand il est arrivé au pouvoir. Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que c'était peut-être une bonne idée? On était plus fort avec les Anglais que tout seul, non? Mais, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les petits gars de Cognac prenaient le train pour aller à Verdun, lui, il prenait le bateau pour aller à Wall Street. Et à Wall Street, il a été tellement habile, tellement opportuniste, tellement malin, qu'il s'est fait repérer par la Hudson Company, la banque Lazare, la banque Morgan et la couronne britannique, qu'il a même anobli pour service rendu. Et donc, en réalité, il est devenu haut fonctionnaire britannique et il a été envoyé par la couronne britannique à Wall Street. Et là, il est devenu conseiller de Roosevelt. Oui, alors justement, en 1943, il remet une note à Roosevelt, qui est à l'époque donc est président des États-Unis, qui dit « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale. » Voilà. Alors on peut dire qu'il voulait une paix durable en Europe aussi. Alors, dans ses mémoires, il y a une seule phrase écrite par Monnet, de sa main, c'est la dernière. Et cette phrase est la suivante. « Ai-je bien fait comprendre que la communauté européenne que nous construisons
n'est pas une fin en soi, qu'elle n'est qu'une étape, je cite textuellement, qu'elle n'est qu'une étape vers les formes nouvelles d'organisation du monde, c'est-à-dire une escale vers Globalia, et pas du tout une souveraineté européenne, et pas du tout un patriotisme européen, et pas du tout ce qu'on nous fait croire aujourd'hui avec l'Europe puissance. C'était au contraire une Europe qui était programmée pour être impuissance. Ces gens-là servaient les intérêts américains. On va aller assez vite sur la construction européenne. Vous soulignez le rôle central joué à chaque étape par les Américains dans la construction européenne. Alors, on continue. Bilderberg. Alors voilà qu'un terme, Bilderberg, qui fait fantasmer les internautes et qui est souvent lié au complotisme. En fait, le Bilderberg, c'est une association pour favoriser l'atlantisme, en fait, pour favoriser les intérêts américains dans le monde. Alors, Monnet était à la réunion, à la première réunion du groupe de Bilderberg. Et un jour, vous rencontrez, pour donner l'importance du Bilderberg, vous rencontrez François Fillon, qui lui avait reçu les gens de Bilderberg à Matignon, et qui vous dit, François Fillon, nous n'avons pas le choix, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Et en 2017, lors de la présidentielle, Fillon vous dit, le Bilderberg a préféré Macron, qui correspond beaucoup mieux au profil mondialiste. C'est-à-dire qu'en fait, ces influences que vous décrivez, elles sont toujours là. Oui, alors, le groupe Bilderberg, il faut bien voir ce que c'est. C'est un club discret et même secret. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Moi, pendant des années, quand j'entendais parler du groupe Bilderberg, j'y croyais pas du tout. Je me disais, ça, c'est complotiste. Ouais. Voilà. Et puis, finalement, je suis tombé vraiment à Stanford sur des archives avec toutes les invitations et les comptes rendus du groupe Bilderberg que je publie. Et avec l'invitation du groupe Bilderberg à Monnet. Et à la première réunion, il s'appelait Rettinger, je crois, le créateur. À la première réunion, il y a du beau monde. À la première réunion fondatrice du groupe Bilderberg, qui est un groupe qui a pour ordre de travailler dans le secret à la constitution d'un bloc transatlantique. C'est-à-dire qui a pour ordre, non pas du tout de faire les États-Unis d'Europe, mais de faire de l'Europe un marché annexe, un néo-marché américain. C'est ça leur idée. Oui, Philippe de Villiers, on avait perdu la guerre. Donc c'est normal que les Américains, qui sont venus 2 fois de suite nous sauver, c'est normal qu'ils aient envie de continuer à contrôler les territoires qu'ils ont sauvés. C'est comme l'URSS avec l'Europe de l'Est. Ils sont restés après la guerre, beaucoup plus durement d'ailleurs que les Américains en France. Et puis, à l'époque, vous sous-estimez, il me semble, quand même, la menace soviétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont oublié ce que c'était la menace soviétique. Mais à l'époque, il y avait quand même la guerre froide, il y avait Staline. Donc finalement, est-ce que tout ça n'était pas naturel? Alors ça, c'est la question essentielle. Il y a 2 choses qui sont très gênantes. La première, c'est que si c'était ce que vous dites, pourquoi dans ses mémoires, Monnet dit-il qu'il n'a jamais reçu de l'argent du gouvernement pour le comité pour l'Europe unie, qu'il a reçu simplement des cotisations de partis, de syndicats? Pourquoi ces biographes n'en parlent pas? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? C'est qu'en fait, les Américains demandaient, en versant cet argent, des contreparties qui étaient des opérations d'influence au service des intérêts américains et non pas du tout au service de la construction d'une Europe libre. Alors, on passe au 3e homme. Donc, on a vu Schuman, on a vu Monnet. Maintenant, on passe à l'Allemand qui s'appelle Walter Hallstein. Alors, en 1938, dites-vous, ce Walter Hallstein a participé à un groupe de travail sur les relations juridiques germano-italiennes dans le cadre de l'unification de l'Europe. Ça s'appelait Das Neue Europa, la nouvelle Europe. Quelle preuve avez-vous de ça? Je cite les auteurs qui sont des historiens. Ernst Klee, qui est le grand historien allemand, c'est lui qui a, pour la première fois, trouvé les preuves que M. Walter Hallstein appartenait à 4 organisations nazies. 4. On pourra vous rétorquer que c'est des organisations dont les nazis ont pris le contrôle après qu'elles eussent été créées. Alors, 2 d'entre elles, mais pas les autres. Et je publie la photo, oui. Hallstein, il est là tout, en jeune lieutenant, à côté de son colonel. Sur la photo, oui. Je la publie, cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'après la guerre, comme beaucoup de nazis, à la fois des savants, des juristes, enfin des gens qui servaient à quelque chose,
Il est récupéré par les Américains, c'est l'opération Tournesol. Il est amené à Fort Getty, et là, il est rééduqué. On lui fait un lavage de cerveau, et il devient, à partir de ce moment-là, on peut le dire, pro-américain, complètement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que le concepteur du projet Tournesol, dont vous venez de parler, c'est lui qui fait l'échec à Monet, plus tard, en tant que président de la Chase Manhattan Bank. Et c'est un de ses amis, George Ball, qui va dire à Adenauer, vous devriez prendre Hallstein, on le connaît bien. Voilà, sans plus, on le connaît bien. En d'autres termes, on peut penser, mais ça n'est qu'une hypothèse, que si Hallstein a été nommé premier président de la Commission européenne, c'est parce que les Américains, disons les choses par un euphémisme, ne s'y sont pas opposés. Oui, d'accord. Bon, et en fait, vous avez pu voir que quand M. Hallstein était à la tête de la Commission pendant 10 ans européenne, il était très pro-américain. Voilà. Oui. Et donc, en fait, c'est une preuve de plus que l'Europe a été une création extérieure, avec un fédérateur extérieur qui était le fédérateur américain. Alors, sur Hallstein, il y a un truc qui est difficile à comprendre. Donc, on a vu nazi retourné par les Américains après la guerre, devenant le premier président de la Commission européenne, c'est-à-dire le Juncker de l'époque. Et pourtant, Angela Merkel lui a rendu hommage le 13 novembre 2018 au Bundestag. Est-ce que Angela Merkel, elle le sait, ça, quand même? On peut pas... Elle le sait. Alors, là, vous abordez une question grave qui appelle de ma part une réponse simple. Je pense qu'elle a menti. On va vous traiter de complotiste, hein? Oui. Le complotisme, c'est la rumeur, c'est le fantasme. Ouais. Oui. Moi, je publie des pièces. En fait, mon livre... qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon livre? C'est 111 pages de fac-similés que je commente, en fait. Voilà. Et donc, c'est le contraire du complotisme. Mais je vais aller plus loin avec vous, Thierry Ardisson. Toute l'histoire de la construction européenne, c'est une histoire complotiste. Je dirais, la construction européenne de Monet-Schuman, elle est intrinsèquement, ontologiquement conspirationniste. Il y a juste un truc, là, une dernière chose. J'en parlais à ma femme. C'est la question Colombo. Alors, Philippe de Villiers, ça aurait été quoi l'Europe sans Schuman, Monet et Hallstein? Ça aurait été l'Europe que peut-être demain on fera, parce que de toute façon, le mur de Maastricht va tomber. Et cette Europe-là, elle est à l'agonie. Elle est en train de se fragmenter et de se déliter. Ça aurait été quoi? Ça sera quoi? Une Europe qui sera fondée sur les souverainetés nationales, parce qu'on ne peut rien faire contre les nations. Une Europe fondée sur la coopération. Et donc, en fait, De Gaulle avait une expression qui fait la synthèse de ma réponse. C'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural.